Quiconque visite actuellement La Réunion est conduit à voir ces lieux touristiques. Et parmi ces lieux touristiques, il y en a un qui est désormais considéré comme un haut lieu, c'est le musée de Villèle, dans le petit village de Saint-Gilles-les-Hauts. Ce musée est établi dans une grande maison, une belle maison, dont l'extérieur représente une façade un peu austère, mais qui se veut somptueuse avec sa galerie en colonnade au deuxième étage. Et l'intérieur est assez somptueux avec notamment de très beaux planchers. Puis à l'arrière se trouve un jardin bien dessiné. Cette maison était celle de la famille de Villèle qui, à l'époque de sa splendeur, possédait et gérait toutes les terres et les propriétés sucrières de cette région. C'est une famille qui est en fait à l'origine de l'arrivée du sucre et de la canne à sucre à La Réunion. Car La Réunion était longtemps une île de petits ou de moyens planteurs qui produisaient essentiellement du café ou des vivres pour les bateaux de passage qui étaient à Pondichéry. Et il est arrivé ensuite que l'un de ses membres est allé à Pondichéry, dont il a ramené la culture de la canne à sucre, qu'il a déployée d'abord dans l'est de l'île, puis dans cette zone de l'ouest où se trouve cette maison Villèle, c'est Saint-Gilles-les-Hauts, au-dessus, pour ceux qui connaissent La Réunion, de la plage de Saint-Gilles-les-Bains. Et dans cette maison-là a été installée ce qui est devenu une sorte de propriété modèle de la plantation du XVIIIe siècle. C'était une belle maison avec ses maîtres nobles, ses serviteurs à l'intérieur, son camp où étaient les esclaves à proximité, puis les terres à canne qui allaient, comme on dit, du battant des lames au sommet des montagnes. Pas tout à fait, car entre le battant des lames et 150 ou 200 mètres d'altitude, la terre était sèche et peu cultivée et servait surtout de lieu pour nourrir le bétail. Puis la terre montait lentement sur la pente très douce de l'ouest de La Réunion qui ressemblerait à une sorte de table dont on a soulevé les pieds et qui monte très lentement. Puis au niveau du bout, c'est une falaise qui descend dans les cirques centraux. Les Villèle contrôlaient toute une propriété qui était le regroupement de terres plus anciennes, des anciennes concessions, où l'on attribuait aux gens qui recevaient des terres de ce pays neuf une lamelle, étroite parfois, qui allait justement du battant des lames au sommet des montagnes, mais étroite, dont on héritait, parfois qu'on en divisait tellement que les bandes devenaient parfois assez étroites pour qu'on ne puisse pas y circuler en zigzag. Mais pour l'essentiel, ils avaient regroupé tout ça, et dans le livre de Paysans de La Réunion, je reconstitue par un schéma l'évolution du plan de cette propriété. Alors, là-dedans avait régné le personnage central qui a laissé dans la mémoire de La Réunion une image à la fois positive pour certains et extrêmement négative pour d'autres, Madame Pauline Panon-Desbassins, qui était une dame de tête, qui, veuve, a tenu cette propriété d'une main de fer et qui est en même temps ce que certains appellent une bonne dame. Elle et ses héritiers ont essayé de donner à leur propriété une véritable le caractère d'un fief noble. Comme la famille de Villèle, disons, elles avaient épousé la famille de Villèle,
était très introduite en France, puisque l'un des frères de Villèle était ministre de la Marine de Louis XVIII. On se trouvait en face de gens qui aspiraient à plus. Ils ont donc construit sur leur terrain une grande chapelle, qu'on appelle la chapelle Pointue en raison de son clocher, et ils ont voulu obtenir la nomination d'un prêtre jésuite qui, en ce sens-là, ne serait pas contrôlé par l'évêché de la Réunion, mais directement de Rome, de manière, comme le faisaient un certain nombre de nobles dans d'autres pays, avoir une autonomie même religieuse et être véritablement des seigneurs. Ils ne l'ont pas obtenu directement. Alors un jour, donc, j'habitais à côté, près du camp, j'entre dans la chapelle, voir la tombe de Madame Desbassins et de sa famille qui se trouve là. Un homme assez grand, assez âgé, se tourne vers moi. « Ah, vous venez voir la tombe de mon ancêtre ?» Je me présente, Ignace de Villèle. C'était un grand vieux, assez avenant, et nous sommes bien parlé. Il m'a raconté qu'il avait été le premier à avoir une automobile dans le coin, que son ancêtre, Madame Desbassins, n'était pas du tout la méchante femme que décrivent les gens actuellement, mais que c'était une femme qui aimait ses esclaves, qui faisait tout pour eux, qui les faisait baptiser, qui s'occupait de leur vie spirituelle, etc. Alors on discute et tout, et puis il me prend en sympathie, il me dit « venez un jour prendre le thé chez nous ». Alors je me présente, j'arrive dans cette belle maison où il y avait donc Ignace et ses deux sœurs, tous les trois célibataires, la fin d'un monde. Je ne me souviens plus des noms, je crois qu'il y en a une qui s'appelait Isabelle, je ne suis pas sûr. Entre les deux demoiselles de Villèle étaient là, m'ont accueilli dans le salon, vous étiez sur le fauteuil, bonjour monsieur, comment ça va, vous êtes bien à La Réunion, c'est un beau pays, n'est-ce pas, etc. Et vous vous intéressez à nos ancêtres, vous avez bien raison, et vous voyez, ils ont beaucoup travaillé, regardez comment le pays est beau et tout cela. On a parlé de toutes sortes de choses, j'ai dit que j'étais médecin. Ah, écoutez, vous connaissez, moi je connais bien les herbes et tout, et elle m'a apporté un petit livre, elle m'a expliqué les herbes de la Réunion, les plantes qui guérissent, les soins qu'il fallait prendre, etc. Je les ai revus une fois ou deux, puis quelque temps plus tard, un an ou deux plus tard, on m'a dit les Villèle s'en vont. Ils quittent la Réunion, elles vont rejoindre leur famille à Nice, mais elles ne sont jamais allées en France, ça les panique. 75-80 ans, en moyenne tous les trois. Ils étaient exilés littéralement. La propriété appartenait au Vieux-Gorée de Bourbon, elle avait été vendue au département. Mais il y avait la cérémonie des adieux. Elles étaient là, avec une de leurs nièces qui est religieuse à La Réunion, assises sur des fauteuils, et les gens du camp sont venus les saluer. C'était l'adieu des descendants d'esclaves aux descendants des maîtres, une scène de cinéma. Une scène extraordinaire. Vous les voyez, ils étaient tous là en rang, parce qu'elles avaient conservé, malgré leur pauvreté, par contrat avec l'acheteur, un personnel de 10 personnes à leur service. Un majordome, un jardinier-chef, un cuisinier, une femme de chambre. Elles gardaient ce style de vie. Louis XVI aux Tuileries avant que tout vaque. Et à ce moment-là, ils sont venus, et les uns après les autres les saluaient, etc. À la sortie, l'un d'eux, le jardinier, me dit « Eh bien, il entend qu'ils s'en aillent après tout ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. » Mais ils les avaient salués très bas, très... Et puis elles sont parties depuis, je ne sais pas, elles ont dû mourir assez vite dans leur exil en France. Et la propriété a été reprise par le gouvernement, par le département, pardon, a été restaurée dans des endroits qui étaient abîmés. Le jardin a été bien remis en état et c'est devenu le musée de Villèle consacré à La Réunion, à l'histoire de la plantation et tout, avec de très belles expositions, des activités culturelles, un site internet avec une riche bibliographie, etc. Des vidéos que nous avons faites où nous parlons les uns et les autres de l'histoire de la plantation. Et ce musée est maintenant... Et cette transformation d'un lieu qui gardait encore
les dernières expirations du grand souffle de la vie, en un lieu qui représentait une pérennité, mais une pérennité à demi cadavérique quand même, m'a permis de comprendre ce qui s'est passé sans doute aussi dans les châteaux royaux, dans tous ces lieux que nous visitons et où c'est seule notre imagination reconstruit la vie. Et là, pour moi, ce départ des Villèles a été, et pour tous ceux, même j'espère que quand je l'évoque, c'est une espèce de film d'histoire. Alors, à travers eux, j'avais aussi pu contacter, pas à travers eux seulement, non, à travers un notaire qui me dit un jour, j'avais un cousin qui était guérisseur. Ah bon? Guérisseur créole. Et ce monsieur, il ne faut pas diffuser son nom, car c'était un commerçant bien connu dans sa petite ville, il a laissé des cahiers où il notait tout ce qu'il savait sur la maladie, sur les médicaments qu'il donnait, sur la façon de les administrer. Est-ce que ces carnets vous intéressent? J'ai pris ces carnets, je les ai lus, et ma secrétaire du Centre de recherche Caraïbes, Elisabeth Cronier, a fait un travail remarquable de collation de tout ça, de remise en forme, de décryptage, et on a pu le publier sous forme d'un livre que j'ai appelé Les carnets d'un guérisseur réunionnais, et qui ont été pour moi, avec un autre travail que m'avait demandé quelqu'un d'autre dont je vais parler, une initiation à ce qui est devenu plus tard ma réflexion sur l'anthropologie médicale. Car j'avais là un rassemblement de recettes, d'analyses, de discours, de toutes sortes, qui donnaient un manuel pour soigner à la période, disons, pré-médicale de la Réunion. N'oublions pas qu'avant d'être département, c'était une colonie. Et que comme colonie, son budget devait être autosuffisant. Il n'y avait pas de subventions quand soit un gouvernement, un département. C'est bien que la richesse n'était pas grande, les soins n'étaient pas répandus, les hôpitaux n'étaient pas équipés, et la médecine traditionnelle jouait un rôle considérable et souvent nécessaire, ne serait-ce que si ça ne soignait pas, les gens avaient au moins besoin qu'on s'occupe d'eux. Alors, j'ai pu à travers ça travailler là-dessus, et par ailleurs, à peu près à la même époque, j'étais en relation déjà depuis longtemps, mais dans le cadre de l'océan Indien, avec un personnage assez remarquable qui s'appelait Jacques Bugnicourt. Jacques Bugnicourt vivait à Dakar, où il était venu faire du développement dans l'équipe assez connue du père Lebray. Et à Dakar, il avait fondé un groupe qui s'appelait ENDA, qu'il avait pu faire lier aux Nations Unies, et qui faisait un travail sur environnement et développement en Afrique, le titre le dit bien, et qui, à travers toute l'Afrique, y compris les îles de l'océan Indien, essayait de faire émerger une conscience environnementale et en même temps des mécanismes de développement endogène. C'était très visionnaire pour l'époque. Et Jacques Bugnicourt voyageait véritablement en voyageur de commerce de son enthousiasme à travers toute l'Afrique. Il organisait des séminaires, là encore, ça a fait clic. Il avait une revue qui s'appelait Environnement africain, publiée en français et en anglais, et dans laquelle j'ai publié un premier texte sur médecins, malades et guérisseurs dans une société polyethnique, où j'esquissais une première approche de la diversité des soins à l'île de la Réunion. Alors, toute cette période a été une espèce de révélation pour moi de ce que, au-delà du religieux, au-delà du culturel, où il y a de l'économique, il y avait aussi tout un espace du soin que j'ai ensuite essayé d'approfondir beaucoup plus tard et qui mériterait, si on le laisse le temps, de faire un petit exposé sur ce qu'est devenu, à mes yeux, l'anthropologie médicale, et pas seulement à mes yeux, heureusement.